Bonjour, aujourd'hui je vais modéliser sur SAP 2000 un exemple simple de portique, mais s'il vous plaît essayez de suivre pour voir les étapes de modélisation, c'est toujours les mêmes. Alors l'exemple que je vais prendre, c'est l'exemple à la page 135 de vos notes de cours. C'est l'exemple 10.3. C'est un portique de largeur largeur 6 mètres, de hauteur 5 mètres, auquel on va appliquer une charge répartie de 12 kN au top et une charge ponctuelle sur le côté de 100 kN. Alors, première chose à faire, c'est que mon je vais ouvrir mon SAP. Ok, je vais aller à SAP et puis je vais commencer un nouveau modèle. Je vais m'assurer maintenant que mes unités sont le kilonewton mètre et je vais utiliser le grid only. Alors maintenant, dans la direction X qui est la largeur du portique, j'aurai besoin de deux lignes. Dans la direction de Y, j'aurai besoin d'une seule ligne parce que c'est le plan Y sur lequel on va travailler. Et sur le plan Z, la hauteur, j'aurai besoin de deux lignes. L'espacement pour la direction X, c'est 6 mètres, c'est bien ça, et pour la direction Y, ça n'a aucun sens puisque c'est une seule ligne, mais sur la direction Z, la hauteur de mon portique, c'est 5 mètres, et on va partir de la position 0, 0. Ok. Alors, j'aime toujours garder une petite visualisation en 3D sur le côté pour voir la modélisation. Maintenant, je reviens à la fenêtre principale et je me mets au plan XZ. C'est le plan du dimensionnement et voici mon portique, ma grille pour tracer le portique. Alors toujours première étape, c'est define materials. Alors je vais ajouter un nouveau matériau et je vais aller ici. Il y a plusieurs pays où on peut choisir des modèles bien déterminés, mais moi je vais aller à user, c'est moi qui va le créer, et ici je vais créer other. Je sais que c'est style, je peux le garder, mais je peux créer vraiment avec toutes les propriétés que je veux, et là je vais l'appeler mat. Ok, et le poids volumique, j'ai pas de poids propre ici, je peux le garder tel qu'il est pour l'acier, c'est la valeur pour l'acier, mais je peux le mettre à 0. Pour le module Young, on le met dans les notes d'exercice, c'est A2, 10 à la puissance 8, parce que l'unité c'est les kilonewtons, et pour le coefficient de Poisson, on le garde à 0,3. Par contre, pour le coefficient d'expansion thermique, on le met à 0, on va pas faire d'analyse coefficient thermique. Ok, ça c'est mon matériau. Par la suite, je vais aller aussi à Define Section Property et je vais définir ma section. Alors, on peut aller à Add New Property et là, je vais aller à Other parce que je vais mettre les valeurs dont j'ai besoin. Ok, je vais aller à General et maintenant, je vais insérer mes propriétés de section. Alors, pour le cross section area, pour l'aire de la section, je vais aller voir qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qu'on demande. On donne l'aire, c'est 1000 mm². Alors, je vais écrire 1000 millimètres carrés. Je dois transférer ça en mètres carrés, c'est E moins 6. 10 à la puissance moins 6. Alors, faire attention, ici, c'est le moment d'inertie par rapport à l'axe 3. C'est l'axe fort, c'est l'axe qui nous intéresse maintenant. Alors, on va le mettre, c'est par rapport à cet axe-là, le moment d'inertie. Alors, nous, on avait le I, on va voir, qu'est-ce qu'ils ont donné. C'est le 2010 à la 6 mm². Alors, 2000 10 à la 6, mais pour passer du millimètre 4 au mètre 4, on met un 10-12, alors ça va donner un 10 à la moins 6, E moins 6. Par la suite, les autres valeurs, toutes les valeurs, je peux les mettre à 0. Ça, c'est le moment d'inertie pour l'axe faible. Ça, c'est le shear. On peut l'utiliser pour ajouter l'aire de la section. Vous savez, l'aire réduite pour les sections en cisaillement. Alors, si on veut prendre en considération le cisaillement, c'est là qu'il faut
aller ajouter l'air en cisaillement. Pour le moment, je me mets à 0. Pour les deux axes, la constante de torsion, je le mets à 0. Toutes les propriétés de la section, les modules plastiques et les modules élastiques, le rayon de gyration et le reste, je le mets à 0. J'en ai pas besoin pour cette modélisation simple. Alors, je vais appeler cette section comme section frame. Ok. Alors, maintenant, ce qu'on voit ici, depth et width, c'est juste concernant l'affichage. Si je veux créer des sections et modifier l'affichage, je peux le mettre à 1 pour avoir une représentation un peu circulaire. Mais ça n'a rien à voir avec les propriétés de la section. Il faut faire très attention. Je dois pas oublier ici de changer mon matériau. Alors, ma section a été créée. Alors, maintenant, ce qui reste à faire, c'est de tracer mes frames. Alors, je vais faire très attention, surtout pour le cas du moment, il faut faire attention au moment positif et négatif. Alors, une recommandation en génie civil, en cliquant ici sur le frame, généralement, on commence par les colonnes du bas en haut, et puis on fait les, euh, les poutres de gauche à droite. Ça nous aide à avoir quelque chose d'uniforme. Si jamais on a une structure à plusieurs étages, à plusieurs colonnes, une modélisation en 3D, ça serait vraiment très compliqué si on ne garde pas une seule convention. En cliquant sur une poutre, ça va donner toujours le nœud de départ et le nœud d'arrivée. Ça serait un peu difficile de voir poutre par poutre, c'est quoi le nœud de départ, le nœud d'arrivée. Une bonne façon, une bonne pratique de le faire, c'est toujours tracer les colonnes de bas en haut et de tracer le poutre de gauche à droite. Parfait. Alors, après avoir tracé mes poutres et mes colonnes, je peux aller voir, par exemple, ici, le petit onglet, le crochet, c'est l'affichage. Pour les joints, ici, par exemple, je peux aller afficher les nœuds. Pareil, alors, c'est bien sélectionné. Je vais m'assurer. Et pour les frames aussi, je peux aller les afficher. Je peux aller afficher mes sections. OK? Apply. OK. Alors, c'est mon frame 1, c'est ma colonne 2, la poutre qu'on a tracée 3, c'est le nœud 1, 2, 3 et 4. OK. Maintenant, ce qu'il faut faire, ce qui reste à faire, c'est d'assigner au nœud les appuis. Alors, je sélectionne ce nœud-là. Alors, comme on voit dans le modèle qui a été donné, on a un encastrement à droite. Par contre, on a une rotule à gauche. Alors, pour l'appui à gauche, ici, je vais sélectionner Assign, Joints, Restraints, et je vais mettre ça sous comme un appui simple en libérant les rotations par rapport à l'axe 1, 2, 3. Si on précise pas l'axe 1, 2, 3 pour les joints, en général, c'est l'axe X, Y et Z pour les nœuds. Par contre, si on parle de frame, l'axe 1, c'est la longueur de la poutre ou de la colonne, la longueur de la frame, et puis on utilise la règle des 3 doigts pour trouver les deux autres axes, l'axe 2 et l'axe 3. Alors, je vais faire Apply ici, puis je vais sélectionner aussi l'autre nœud maintenant, et je vais sélectionner un encastrement complet. Apply. OK. Alors, maintenant, j'ai créé mes appuis et ma structure a été bien modélisée. Ce qui reste à faire, c'est d'ajouter les cas de charge. Alors, on revient à Define maintenant et on va aller à Load Patterns. Je vais ajouter un premier cas, je vais appeler charge point pour dire ponctuel. Le poids propre, on peut le garder à 1 comme on peut le mettre à 0. Alors, add new load pattern, mais avant ça, je vais le mettre comme autre type de charge. Ici, si on veut définir les cas de charge, Sabdemul pourrait analyser selon les codes donnés, l'application des charges et pour générer aussi les combinaisons de charges et appliquer les forces. Mais moi, je vais garder ça d'une façon générale, other. Alors, add new. Et je vais ajouter aussi charge répartie.
et du même type other, add, et je vais supprimer le cas d'aide, j'en ai pas besoin. Je veux pas traîner des cas de charge dont je n'ai pas besoin. Ok. Alors maintenant, c'est pas terminé parce que je dois aller vérifier mes load cases et c'est les cas d'analyse qui vont être analysés dans la structure, d'accord? Les patterns, c'est les templates, c'est les modèles, mais les cas de chargement qui vont être analysés, c'est ceux-là. Alors, je vais supprimer le cas modal, j'en ai pas besoin. Je vais supprimer le cas du dead, j'en ai pas besoin. Et vous voyez, c'est toujours l'analyse linéaire statique. Alors, je mets OK. Puis, c'est important parce que je vais analyser pour le cas de charge ponctuelle à part, pour le cas de charge répartie à part, mais j'aimerais avoir la combinaison des deux. Alors, je vais aller à Define Load Combination, Add New Combination, et ici, on a la combinaison linéaire, et je vais appeler ça CH Total Charge Total. OK? Et là, on va faire la combinaison. On va avoir la charge ponctuelle avec un scale factor 1. Imaginons qu'on veut avoir 1.5 plus 1.5, c'est ici qu'on va changer. Et puis plus la charge répartie avec le coefficient 1 aussi. Alors ça va être la charge ponctuelle plus la charge répartie avec un seul coefficient 1. Et c'est ma combinaison de charge, c'est le cas global. OK. Alors maintenant, ce qui reste à faire, c'est assigner les cas de chargement que j'avais, les décharges au nœud ou au frame spécifique pour les cas de charge volus. Alors, je vais commencer par la charge ponctuelle. C'est ce nœud que je dois sélectionner et je vais aller Assign, Joint Loads, Forces. Et là, je vais appliquer une force globale dans l'axe de la direction X qui est égale à 100 kN. C'est le même sens de l'axe X. Il faut faire attention ici, vous voyez Add Existing Loads. Alors si j'avais d'autres cas de chargement et je voulais d'autres forces appliquées à ce nœud-là et je veux les ajouter, je vais ajouter Add Existing Loads. Mais la plupart du temps, si on fait une erreur et on veut corriger, on va passer par Replace, c'est pour remplacer. Sinon, on peut supprimer toutes les autres forces appliquées. Alors ça, c'est pour le cas de charge ponctuelle, effectivement, et je mets un Apply. Parfait, alors je vois mon cas de chargement ici, OK. Maintenant, je vais sélectionner ce frame-là sur lequel on va appliquer la charge répartie. Alors, de la même façon, on va aller Assign, mais cette fois-ci, c'est Frame Loads, et on va aller à Distributed, la charge répartie. Alors, je m'assure que je suis bien à la charge répartie. De la même façon, je la laisse par défaut Replace Existing Loads. Et c'est dans le repère global et dans le sens gravity pour dire c'est le Z vers le bas. Alors la valeur, on la met à 12 kN par mètre. Et ici, si on a un chargement trapézoïdal, j'aurais pu comme choisir la position de la distance relative 0 à la position 1 de la poutre et assigner des valeurs différentes pour avoir une charge trapézoïdale. Parfait, mais dans notre cas, c'est Uniform Load, alors je laisse comme ça. Apply. Parfait, alors je vois que j'ai une charge répartie vers le bas sur le frame 3. Alors, maintenant, après avoir appliqué les chargements, il reste à faire, c'est définir les paramètres de l'analyse pour pouvoir rouler. Alors, on n'oublie pas, dans ce cas-là, on analyse une structure dans le plan XZ plane. Alors, je peux sélectionner celui-là. Ça va enlever les déplacements par rapport à l'axe Y parce qu'on n'a pas, c'est les déplacements hors plan, on n'a pas besoin de ça. Nous, on a tracé la structure sur le plan XZ et on enlève les rotations RX et RZ de torsion en haut et disons toutes les déformations en dehors du plan des dessins, on va l'enlever. Ok, je vais attirer votre attention sur le Solver Option. En général, c'est Advanced Solver. Parfois, si la structure est très compliquée, on peut aller à Standard Solver ou bien le Multithread Solver. Ok.
je mets mon OK, et puis je roule mon analyse, et là j'ai les deux cas de chargement. Comme vous voyez, la combinaison, on la voit pas ici, mais ça va être généré automatiquement dans le post-processing. Alors je mets mon run, je vais appeler ça comme SAP modèle. Ok, moi j'avais déjà préparé mon fichier, mais je roule l'analyse. Et j'ai d'abord, par exemple ici, je pourrais avoir la déformée. Ok, la déformer dans le cas où j'avais une charge ponctuelle. Je peux voir la déformer juste pour la charge répartie, par exemple. Je peux avoir la déformer pour la combinaison, ce que j'ai appelé les charges totales. Ok, ça c'est la déformée. Je peux aussi aller voir, je vais revenir à la structure non déformée, je peux aller voir dans Display, Show, Forces Stress, Frame, Cable Tendon. Mais on peut aller ici directement en Frame, et je peux aller voir par exemple dans le cas de la charge ponctuelle, la force axiale, l'effort normal dans la structure. Je peux le voir dans des diagrammes d'une façon globale, field diagram, comme je peux voir des valeurs exactes. Mais ce qui m'intéresse moi, c'est plus par exemple la charge répartie. Je vais aller voir le moment fort, le moment 3-3. Alors, je peux aussi aller voir le cisaillement, c'est le cisaillement shield de 2 qu'on veut aller voir. Alors, ce qui nous intéresse, nous, d'une façon générale, c'est le total des deux, et on a les diagrammes de tout. Alors, ici, ce que je peux voir, par exemple, après avoir affiché ça, en sélectionnant ce frame-là, par exemple, puis en faisant un clic droit, on peut aller voir une fenêtre détaillée qui va nous donner, par exemple, les valeurs maximales. Ça, c'est le diagramme de corps libre avec les charges appliquées. On le voit, on peut avoir le cisaillement et la valeur maximale à quelle position, le moment M3 et la déflexion, la déformation. Et on peut scroller pour voir, pour une position donnée, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, c'est quoi les valeurs des cisaillements. On peut les avoir de cette façon-là. Comme on peut sortir, je vais revenir à Scroll to Max parce que généralement, c'est les valeurs maximales qui nous intéressent dans le design. Comme je peux prendre les valeurs, par exemple, pour les extraire dans un tableau, alors je veux ces valeurs-là, alors je vais aller à Display, Show Tables, et je vais sortir pas les joints output, mais je vais sortir par exemple elements output et frame output, et je vais sortir les forces. Ok, element force frame. Ok, et là j'ai à chaque position, de la position 0, 5, parce que lui il a fait la discrétisation systématique à 6 mètres, à chaque 0,5 mètres, parce qu'on a mis une charge répartie. On a le P, c'est l'effort normal, on a le V2, le cisaillement, on a le M3, le moment. Et on peut par exemple sélectionner à chaque position pour extraire le P, le V2, pour tracer le cisaillement, le M3, l'extraire, on fait un copy-paste, ou bien on peut sélectionner toutes les tables et aller à File, Export Current Table to Excel. Ok, ça c'est une façon de montrer. Si je veux voir par exemple les réactions, ok, alors ce que je vais faire, c'est je vais sélectionner ces nœuds là. Ok, ces deux nœuds là, c'est le nœud qui m'intéresse. Je vais revenir à la forme non déformée. Ok, je mets un échappe, je sélectionne ces deux nœuds là, et puis je vais à Display, Show Tables. Maintenant, j'ai pas besoin de Elements Output, j'ai pas besoin de l'élément, c'est les frames. J'ai plus besoin des Joints Output. Alors je désélectionne ça, je vais à Joints Output. Je peux voir les déplacements des nœuds spécifiques, mais moi ça m'intéresse les réactions. Je sélectionne ça, je mets OK, et là j'ai pour la combinaison charge, le cas de chargement total, joint 1
et 3, le nœud 1 et le nœud 3, les réactions. Le F1, c'est le déplacement par rapport à X, le F2 par rapport à Y, F3 par rapport à Z, puis le moment, le M2 qui nous intéresse. Alors, j'espère que ça a été clair, l'affichage, le traitement des résultats, la modélisation et surtout le suivi des étapes. Merci pour votre attention. Il y aura une suite à ça pour montrer les relâchements dans la deuxième partie de la vidéo. Merci.